La Russie vient de passer en alerte rouge. Son dirigeant de plus en plus désespéré, Vladimir Poutine, est en pleine panique. Son pays est en proie à la panique. Ses villes brûlent et son économie part en fumée. Et tout cela grâce à l'Ukraine qui s'abat comme l'enfer sur les infrastructures russes. Le président russe, à court d'options, a pris l'une des décisions les plus audacieuses de la guerre. Une décision qui aura des conséquences durables d'une manière ou d'une autre, mais aussi une décision qui montre à quel point la situation devient désespérée pour le Kremlin. Le 22 octobre, l'armée russe a annoncé qu'elle mobilisait des réservistes de tout le pays pour défendre ses infrastructures sur son propre territoire. Le vice-amiral Vladimir Smolensky, chef adjoint de la direction principale de l'organisation et de la mobilisation de l'état-major général russe, également connu comme le chef du bureau de conscription de la Russie, a annoncé la nouvelle lors d'une allocution télévisée. Et il y a beaucoup à apprendre de ce qu'il a dit. Le vice-amiral a commencé par dire ce qui suit. Pour renforcer la sécurité des infrastructures critiques et des installations essentielles au bien-être des citoyens, une décision a été prise, impliquer les citoyens les plus préparés et patriotes dans la mise en œuvre de mesures pour protéger les installations civiles au cœur du territoire russe. Déjà cela en dit long. Cela montre à quel point la Russie est désespérée, car elle n'aurait jamais fait une telle annonce sans y être forcée. Depuis longtemps déjà, Poutine et ses responsables du Kremlin font bonne figure devant le public. En usant de mensonges, de propagande et de manipulation, ils présentent la guerre comme favorable, assurent que la Russie progresse vers la victoire, que l'économie supporte les sanctions occidentales et que les forces ukrainiennes peinent tandis que les troupes russes avancent chaque jour. Bien sûr, le monde connaît la vérité. Mais en Russie même, où une grande partie de la population reçoit ces informations par le biais des chaînes de télévision et des journaux contrôlés par l'État, il est relativement facile pour le Kremlin de contrôler ce que les gens croient. Et il déploie de grands efforts pour dissimuler les dures réalités du conflit, masquant les faits dès qu'il le peut et de toutes les manières possibles. Les dirigeants russes ont maintenant dû admettre que les choses ne se passent pas comme prévu. Ils informent le public que les attaques de l'Ukraine contre leurs propres infrastructures deviennent bien trop dangereuses et que les défenses existantes ne suffisent tout simplement pas à arrêter les frappes de drones de Kiev. Il manque d'aide. L'armée étant déjà mobilisée sur le front en Ukraine, ils sollicitent les réservistes pour défendre la patrie contre d'éventuelles frappes ukrainiennes. Cela nous mène à la seconde grande leçon tirée des propos du vice-amiral russe. Les attaques ukrainiennes fonctionnent. Depuis des mois, l'Ukraine mène une offensive aérienne stratégique et systématique contre les infrastructures les plus importantes situées de l'autre côté de la frontière et à travers les régions russes, en accordant une attention particulière aux sites liés à l'énergie et au carburant. Les raffineries de pétrole, les réservoirs de stockage de carburant et les oléoducs ont été détruits et effacés de la carte par les frappes de précision de l'Ukraine. De violentes explosions et d'épais nuages de fumée ont déclenché des incendies qui ont ravagé la nuit. De grandes flammes illuminant le ciel tandis que des milliers de litres de carburant brûlaient rapidement. Pris, isolément. Des attaques individuelles comme celle-ci pourraient ne pas sembler très significatives dans l'ensemble, mais mises bout à bout. Leurs effets sont sans doute fortement influés sur l'économie russe et sa machine de guerre. En conséquence, une énorme crise du carburant commence à se répandre partout en Russie, touchant de nombreuses régions et plusieurs grandes villes. Les gens doivent payer très cher et attendre des heures juste pour faire le plein d'essence. De nombreuses stations-service des régions concernées ont réduit leurs services, imposé des restrictions ou fermé à cause des pénuries. Celles qui restent ouvertes doivent imposer des plafonds d'achat et d'autres restrictions pour éviter que la crise n'empire. L'Ukraine poursuit ses attaques sans relâche, tandis que la Russie peine toujours à se défendre. Ainsi, la seule option semble être de mobiliser les réservistes pour surveiller pipelines, usines et raffineries encore opérationnelles. Le vice-amiral Smolensky a poursuivi en expliquant que les réservistes devront d'abord suivre une formation spéciale avant d'être déployés pour surveiller les sites d'infrastructures importants. Un projet de loi définit les objectifs d'utilisation des réservistes et prévoit leur envoi dans des camps d'entraînement spéciaux pour protéger les infrastructures vitales, le transport d'énergie, les raffineries et autres installations de leur région. L'officier explique qu'un projet de loi est en préparation par le ministère russe de la Défense.
Selon les autorités, cette loi autorise les réservistes à protéger des infrastructures comme les centres de transport et raffineries de pétrole dans leur région et en Russie. Le Kremlin semblait extrêmement désireux de faire comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une mobilisation nationale. Les réservistes forment une catégorie bien différente des soldats sous contrat en première ligne. Le vice-amiral a poursuivi en expliquant ce point. Je souligne l'importance de ne pas confondre réservistes et soldats sous contrat, personnel militaire actif. Les réservistes, contrairement aux soldats sous contrat, peuvent cumuler leur service avec un emploi principal. Les réservistes ne sont pas des militaires et disposent de tous les droits des civils. Les réservistes sont des citoyens qui ont auparavant servi dans les forces armées ou d'autres agences de sécurité et qui concluent volontairement un contrat pour servir dans la réserve. Donc, si l'on en croit ce que dit le vice-amiral, ces réservistes seront plutôt comme une garde nationale à temps partiel. Ils pourront poursuivre leur vie, travailler normalement et rester près de leur famille tout en servant et gardant leurs droits de civils russes. Mais ils devront aussi consacrer leur temps, leur énergie et leur expertise militaire à la défense de sites stratégiques contre les attaques ukrainiennes. Le vice-amiral a ensuite insisté sur ce point, déclarant spécifiquement que la nouvelle loi sur la conscription ne devait en aucun cas être considérée comme une mobilisation, et que la mobilisation n'était même pas à l'ordre du jour pour le moment. Le projet de loi, élaboré à l'initiative du ministère russe de la Défense, ne concerne pas tous les citoyens et ne facilite pas leur conscription pour un service militaire dans les zones d'opération militaire spéciales ou pour un déploiement à l'extérieur du pays. De plus, il n'est pas question de mobilisation. S'il y a une chose que l'histoire nous a apprise, c'est qu'on ne peut pas faire confiance aux paroles des responsables du Kremlin. Ce sont des experts du mensonge et de la propagande, prouvant souvent qu'ils disent une chose pour en faire une autre. Il est donc possible que, malgré les propos du vice-amiral, cela fasse partie d'une stratégie plus large. Cela pourrait finalement être une mobilisation massive des 2 millions de réservistes russes, tous sous contrat mais généralement non obligés de servir. Le vice-amiral a précisé que ces réservistes ne seront mobilisés que pour défendre leur territoire, et non pour participer à une opération militaire spéciale. Les déclarations officielles ont réaffirmé qu'ils ne seront pas envoyés dans des zones comme Donetsk, Luhansk, d'autres régions occupées d'Ukraine, ni hors de Russie. La flexibilité passée de Moscou sur ces règles laisse planer des doutes sur un possible changement discret de cette politique à l'avenir. En fin de compte, envoyer certains, ou même la totalité de ces soi-disant réservistes directement sur les territoires de première ligne. Il existe quelques éléments de preuve qui soutiennent cette possibilité. Tout d'abord, la Russie a déjà menti ouvertement sur ses intentions. En fait, comme mentionné précédemment, le régime de Poutine a pris l'habitude de dire une chose, mais de faire le contraire, et l'histoire récente regorge d'exemples de ce genre. À plusieurs reprises, lors de discussions avec le président américain Donald Trump par exemple, Poutine aurait manifesté une volonté de mettre fin à la guerre et a parlé ouvertement de négocier une sorte de cessez-le-feu, ou d'accord de paix, puis bombarder l'Ukraine avec des attaques de drones et missiles d'une intensité record, 1 ou 2 jours plus tard. Avant le début de la guerre, les responsables du Kremlin affirmaient également à plusieurs reprises qu'il n'y aurait pas de guerre. Le reste du monde mentait et faisait de la propagande de la peur, tandis que la Russie n'avait aucun projet d'envoyer des troupes dans le Donbass. Vladimir Tchizhov, ex-ambassadeur russe auprès de l'Union européenne, affirmait en janvier 2022, peu avant l'invasion, que la Russie ne prévoyait d'envahir ni l'Ukraine, ni aucun autre pays. C'est un bluff, créé non pas en Russie, mais dans ces pays qui diffusent maintenant ce message hystérique à travers l'Europe et le monde. Le fait que la Russie qualifie encore la guerre d'opération militaire spéciale relève du même manuel. C'est une manière d'utiliser le langage pour introduire subtilement des idées, en dissimulant d'abord la vérité avant de la révéler. Bien plus tard, le même scénario pourrait bien se reproduire à nouveau. Le Kremlin pourrait d'abord suggérer que les réservistes s'arment volontairement pour défendre leur région. 1 ou 2 mois plus tard, il pourrait annoncer que certains de ces réservistes sont déjà envoyés au front. Un autre élément soutenant cette possibilité est que le vice-amiral tenait particulièrement à préciser qu'il ne s'agissait pas d'une mobilisation. Dans son discours, il a souvent souligné que les réservistes différaient totalement des soldats sous contrat, qu'ils étaient là uniquement sur une base volontaire, et qu'ils avaient signé des contrats pour servir leur pays. Il semblait désespéré de faire passer le message que tout cela était juste et raisonnable, que personne n'était forcé de servir, et que les personnes concernées ne seraient stationnées qu'à des endroits à travers la Fédération de Russie,
et nulle part ailleurs. Il est possible qu'il ait été totalement honnête et franc dans ses propos. Mais d'habitude, chaque fois que quelqu'un, surtout un responsable du Kremlin, répète et insiste sans cesse sur les mêmes idées, c'est parce qu'il a quelque chose à cacher. Ils sont désespérés de transmettre un certain point de vue pour que les gens ne posent pas trop de questions, ou ne commencent pas à avoir trop de doutes. Et c'est peut-être exactement ce qui se passe ici. Il n'y a aucun moyen de le savoir avec certitude pour l'instant. Mais il est clair que le vice-amiral était sous des ordres stricts pour insister sur certains points, et anticiper d'éventuelles préoccupations du public. Seul le temps révélera pourquoi le Kremlin insistait tant sur la précision de son annonce. Mais de nombreux analystes ne seraient pas étonnés si ces réservistes apparaissaient bientôt dans des assauts sur Pokros ou d'autres premières lignes. De plus, n'oubliez pas que, aux yeux de Vladimir Poutine, toute l'Ukraine appartient à la Russie et devrait techniquement être considérée comme faisant partie de la Fédération de Russie. Vladimir Poutine a tenu ses propos lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg le 20 juin. J'ai répété que je voyais les Russes et les Ukrainiens comme un seul peuple. Ainsi, l'Ukraine nous appartient. Nous avons une vieille règle. Partout où un soldat russe pose le pied, c'est à nous. Le projet de loi précise que les réservistes seront déployés uniquement en Russie. Mais Poutine affirme aussi que toute l'Ukraine appartient techniquement à la Russie. Il est donc facile de voir comment ce plan de mobilisation des réservistes pourrait être détourné pour ressembler à une mobilisation générale. Et la troisième raison pour appuyer cela peut se résumer en un seul mot. L'argent. Il n'y a aucun doute là-dessus. L'économie russe est en chute libre. Le pays a pu partiellement amortir l'impact des sanctions occidentales et l'énorme coût de l'alimentation de la guerre. Pendant les 2 premières années, grâce à beaucoup de planification, de préparation et des décisions relativement intelligentes de la part du Kremlin, comme la constitution d'une importante réserve financière, le renforcement des relations commerciales avec des pays comme l'Inde et la Chine, et la réduction de la dépendance de la Russie aux importations et technologies occidentales, l'inflation et des taux d'intérêt extrêmement élevés ont toutefois continué de peser lourdement sur l'économie. Désormais, à l'approche du 4e anniversaire du conflit, la Russie subit pleinement la pression. Les sanctions ont progressivement isolé les banques, entreprises et élites russes des voyages, du commerce et des échanges internationaux. Le rouble russe est instable, avec une inflation et des taux d'intérêt élevés. La récession est presque inévitable. Les attaques ukrainiennes contre les sites de carburant et les infrastructures pétrolières ont rapidement accru les difficultés financières du Kremlin. En réponse, la Russie essaie enfin de trouver des moyens de réduire les coûts partout où elle le peut. Elle refuse d'arrêter la guerre et, à bien des égards, elle ne peut même pas se le permettre, car une grande partie de son argent est désormais investie dans le complexe militaro-industriel. Mais il semble qu'elle soit intéressée à réduire certaines de ses dépenses les plus excessives, et le recrutement est probablement concerné par cette catégorie. Malgré des pertes colossales, certaines estimations estiment que les pertes totales de la Russie dépasseraient aujourd'hui 14 millions. Avec près d'un demi-million de morts, le Kremlin poursuit un recrutement massif, ajoutant chaque mois des dizaines de milliers de soldats. Mais il doit prendre des mesures de plus en plus coûteuses et désespérées, offrant d'importantes incitations financières pour attirer les citoyens. Un rapport de RE Russie publié cette année indique que la Russie a dépensé plus de 2000 milliards de roubles, 246 milliards de dollars, pour la main-d'œuvre au premier semestre 2025. Cela comprenait 400 milliards de roubles pour les primes à la signature des nouvelles recrues, 860 milliards de roubles pour la solde des centaines de milliers de soldats en service actif en Ukraine, et plus de 750 milliards de roubles supplémentaires en indemnités versées aux familles des morts et des blessés. Si ces taux restaient les mêmes pour le reste de l'année, alors d'ici la fin de 2025, la Russie aura dépensé plus de 4000 milliards de roubles, soit près de 50 milliards de dollars uniquement pour recruter des troupes, payer les soldats et indemniser leurs proches. Cela représente 2% du produit intérieur brut russe et près de 10% du budget fédéral annuel. C'est une somme d'argent énorme. D'autres rapports indiquent que la Russie dépense environ 2 milliards de roubles, soit 24 millions de dollars par jour, uniquement pour les primes de signature des nouvelles recrues, montrant l'insoutenabilité de ce système. Ainsi, au lieu de continuer à dépenser des sommes énormes pour envoyer plus de soldats sur le champ de bataille, alors que beaucoup risquent d'être tués ou blessés, avant même d'avoir la moindre chance d'avoir un quelconque impact, les dirigeants russes peuvent estimer qu'il est bien plus rentable de tirer parti de leurs vastes effectifs de réservistes. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de trouver une sorte de faille juridique
qui leur donne le pouvoir de déployer les réservistes en Ukraine. D'après les analystes de l'Institut américain pour l'étude de la guerre, Institute for the Study of War, ce projet de loi pourrait le permettre. Ils ont publié une analyse détaillée des dernières actions législatives du Kremlin, intitulée « Avertissement ». Le Kremlin se prépare à mobiliser les réservistes, de manière continue pour combattre en Ukraine pour la première fois. Le rapport de l'Institute for the Study of War indique que les systèmes de recrutement russes perdent en élan et coûtent de mots trop cher au Kremlin pour être maintenus. La méthode principale de la Russie pour recruter de la main-d'œuvre, basée sur de fortes incitations financières et la hausse des prix, s'essoufflerait et donnerait des résultats moindres depuis octobre 2025. Les bureaux de recrutement militaire russes n'arrivent pas là à augmenter les taux de recrutement, malgré l'augmentation des paiements, une tactique qui avait pourtant permis d'accroître les taux de recrutement en 2023 et 2024. Dès début 2025, la méthode du Kremlin pour recruter des volontaires rencontrait déjà des difficultés financières. En conséquence, l'Institut affirme que la Russie constitue sa réserve stratégique depuis un certain temps. Une source russe fiable, qui a souvent donné des informations exactes sur le commandement militaire, a indiqué le 21 septembre qu'environ 292 000 personnes avaient signé un contrat avec le ministère russe de la Défense, certaines rejoignant la réserve stratégique. L'amendement adopté le 13 octobre pourrait offrir le mécanisme juridique pour activer certains éléments de cette réserve. L'Institute for the Study of War estime que le Kremlin utilisera ce nouvel amendement pour envoyer plus rapidement les réservistes actifs au combat, alors qu'auparavant, une déclaration formelle de guerre ou un ordre de mobilisation était nécessaire. Il ajoute que cette méthode aiderait la Russie à générer des forces à moindre coût, économiser de l'argent sur les primes à la signature et autres coûts de recrutement, ce qui pourrait apporter un certain soulagement à l'économie chancelante du pays. L'Institute for the Study of War souligne aussi que cette approche pourrait aisément se retourner contre Poutine. Surtout si une grande partie du public russe voit à travers les mensonges et comprend que les réservistes sont envoyés de force en Ukraine contre leur gré. Le Kremlin investira probablement d'importantes ressources pour convaincre le peuple russe que les réservistes envoyés en Ukraine l'ont fait volontairement. Le service militaire obligatoire reste impopulaire et polémique, et Vladimir Poutine risquerait davantage politiquement si le Kremlin n'arrive pas à convaincre que les réservistes tués en Ukraine y sont allés de leur plein gré. En somme, le Kremlin prend un risque dangereux avec cette décision, même s'il prévoit d'utiliser les réservistes uniquement pour défendre les territoires russes. Pour l'instant, c'est un plan qui pourrait s'avérer inutile, puisque l'Ukraine a déjà montré qu'elle sait contourner les défenses russes avec ses drones et ses missiles. Et elle continuera de frapper les infrastructures pétrolières du Kremlin, les centres de transport et d'autres sites importants dans les semaines et les mois à venir. Davantage de troupes russes dans et autour de ces sites ne suffiront pas à les sauver. En réalité, cela ne causera que plus de pertes évitables et aggravera la situation du pays. Si la Russie a des plans plus ambitieux et compte envoyer ses réservistes en Ukraine, elle pourrait être confrontée à une population de plus en plus en colère, déjà lasse de la guerre et pressée d'y mettre fin. Maintenant, découvrez comment le ressentiment, la dissidence et même la rébellion commencent à émerger dans les régions russes dans cette vidéo, qui examine comment les peuples autochtones de la Russie commencent à riposter contre Moscou de plusieurs façons. Pour en savoir plus sur le Kremlin, regardez cette vidéo montrant comment la paranoïa de Poutine a provoqué une purge inédite des responsables russes, plaçant le président dans la position la plus précaire de sa carrière. Et enfin, abonnez-vous aussi à notre chaîne et activez les notifications pour être parmi les premiers à découvrir les dernières actualités majeures et les développements en provenance du front de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que d'autres conflits importants à travers le monde.